Bonjour à tous, on est dimanche, c'est les geeks du dimanche, Loïc, Nesrine. Salut. Bonjour. Michael. Bonjour. Bonjour. Tu vas? Aujourd'hui, on va parler de JoJo's Bizarre Adventure, Oh yes qui est mon nouveau chouchou en animé. Alors, JoJo's Bizarre Adventure, bon, je pense que les gens le savent depuis longtemps. C'est un manga qui existe depuis 87, qui est toujours pas fini. De donc Hirohiko Araki. Moi, j'ai regardé l'animé qui passe sur Crunchyroll. Il est, je crois, en 5 saisons là. J'ai commencé par regarder la première saison qui est découpée en 2 morceaux. Donc, on a Phantom Blood et Battle Tendency. Battle Tendency. Ça fait. On à la japonaise. Battle Tendency, voilà. Donc, qui a commencé en 2012. Alors. C'est quoi? Ça raconte quoi? Ça raconte un certain Jonathan Joestar. Moi, je l'appelle Joe Star, hein, parce que, excuse-moi, mais bon, voilà. C'est plus simple. Qui est l'archétype, pour moi, du héros de shoujo. De shonen, pardon. En fait, non, mais clairement, c'est pour dire à quel point cet anime, c'est du n'importe quoi. Donc, c'est un jeune homme riche qui vit avec son papa. Son papa accueille un certain Dio, n'est-ce pas? Un adolescent dont le père vient de mourir, et le père de Joestar, enfin de Jonathan, croit que le père de Dio l'a sauvé à une époque, alors qu'en fait c'est pas vrai. Il voulait juste, il a fait un accident avec sa femme, le gars a voulu juste le dépouiller, et le mec est pas mort, et il fait « Oh mon Dieu, tu m'as sauvé, machin ». C'est exactement les Thénardier dans Les Misérables. Il est allé le dépouiller, et l'autre il a cru qu'il l'avait sauvé, quoi. Donc le gars meurt, son gamin va vivre dans ce magnifique manoir avec Jonathan et son papa. C'est le méchant. Le méchant. Tu vois, c'est limite le truc dans City Hunter. Elle est méchant. C'est vraiment ça, quoi. Le mec, c'est un connard fini. Donc l'autre, il y en a un qui est trop gentil, l'autre qui est trop méchant. Et il le torture pendant toute son adolescence. À un moment donné, il fait genre, ils sont potes et tout, pour le mieux le trahir quand ils sont plus vieux. Et donc... Jonathan Joestar, qui est à la base un garçon très très faible et très très gnangnan, on va dire. Donc, comme n'importe quel héros de shonen, devient fort au bout d'un moment. Le truc, c'est que cet animé, donc, qui est un archétype vraiment modèle de shonen, donc, qui d'un côté est très shonen, de l'autre pas du tout, parce qu'il y a des trucs qui niquent complètement les règles du shonen, et qui le parodie à mort, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pensé. Donc, le shonen, il faut que tu dises quand même. Le shonen, c'est des mangas pour les jeunes garçons, les adolescents, avec un héros qui a des pouvoirs et qui est pas très fort au début. Petit à petit, il a des obstacles, il devient fort, et puis il y a vraiment... un concept très très fort de l'amitié, de l'héroïsme, du bien contre le mal, etc. Et donc, Jonathan devient ultra fort du jour au lendemain, tu vois, genre, le truc, t'es là, genre, ah, ok. À un moment donné, il rencontre un monsieur qui s'appelle Monsieur Zeppeli. Voilà, Zeppeli. En fait, je sais pas si je vais réussir à finir cette chronique. Zeppeli, c'est vrai qu'ils ont tous des noms bizarres. Qui lui montre, c'est pas des noms bizarres, c'est des noms empruntés de rock. De rock. Excuse-moi. Donc Monsieur Zeppeli qui lui montre la magie des ondes, et à partir du moment où il connaît le truc des ondes, t'as des techniques de n'importe quoi. Ça m'a fait penser à Ranma 2000, leur technique à la con, du genre celui qui mange le plus vite, ou, tu vois. Pardon. Donc des techniques absurdes, plus absurdes les unes que les autres, qui au fait à chaque fois, même dans un même épisode, je veux dire, c'est même pas d'un épisode à l'autre, c'est d'un même épisode. Au début il fait une technique, puis après il maîtrise une autre, et c'est ultra dramatique. Oh, il a maîtrisé la technique, machin, machin. Les méchants ne crèvent jamais, genre à un moment donné ils l'ont découpé en 2 qui se recollent, tu vois. Donc le méchant est très très méchant. C'est un vampire. Enfin, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est juste... c'est super, regardez-le. Voilà, je pense que même il y en a plein qui l'ont déjà regardé. C'est trop drôle. Il y a plein de références à des groupes de rock. Donc, t'as Led Zeppelin, Dire Straits, Speedwagon,
Voilà, bon, ça se passe dans une époque qu'on aime bien. Je pense que les geeks aiment bien en règle générale l'époque victorienne. Donc on croise plein de mythologies de l'époque. Jack l'Éventreur. Ça m'a fait vachement penser à Nosferatu aussi, un voyage de l'Angleterre aux États-Unis dans un bateau avec un cercueil, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de références. Visuellement, c'est Hokuto no Ken. Donc c'est vraiment Zarbi, ils ont toutes des têtes trop chelous. Et ils sont hyper souples. Ils sont très souples, ils font des trucs de ouf. C'est n'importe quoi comme dessin animé et c'est juste génial. Voilà. Ok. Pardon d'avoir pris autant de temps. Une ode au surréalisme. J'ai pas vu que t'aies pas parlé des stands. C'est après. Oui, c'est après, ce sera pour la prochaine D'accord. peut-être. Voilà. Donc next, c'est qui raconte sa vie là ? Alors donc c'est à moi. Alors moi je vais partir dans une ambiance complètement différente. Je vais vous emmener je suis parti trop tôt. En Amazonie, non. En Bretagne. En Bretagne. Je vais vous parler d'un diptyque de Bruno Le Floch qui s'appelle le premier volume Les 3 éclats blancs et le deuxième volume Une après-midi d'été. Alors déjà bon format assez étonnant Delcourt, pas du tout habituel comme format, un format presque carré. Ça a l'air un peu carré. Ouais. Alors ça raconte quoi ? Les 3 éclats blancs, ça raconte l'histoire d'un ingénieur de ville qui vient de Paris, qui débarque au fin fond de la Bretagne. Alors je pense que comme l'auteur vient du pays bigoudin, ça doit se passer en pays bigoudin. Je suis pas sûr, mais je suis pas un expert en trucs bretons. Et on est en 1911 et le gars a été chargé par l'État de construire un phare sur une île. Et quand il arrive, il a décidé de faire participer les gars du village. Il n'a pas de maçon, il va prendre les marins. Et dans le village, les mecs sont un peu hostiles quand même. Non, tu vas pas construire ton phare, ça sert à rien. C'est marrant parce qu'il y a toujours des histoires de phares dans ces matchs. Et le phare breton. et donc, face à cette hostilité qu'au début, il comprend pas bien, mais il est quand même hyper enthousiaste. C'est son premier gros projet, c'est un ingénieur, machin. Et comme il a vraiment décidé de faire participer les villageois, qui sont tous pêcheurs, pas du tout maçons, donc il va essayer de comprendre ce qui bloque. Et quand il arrive sur site, il réalise que l'île elle est immergée, elle apparaît qu'à marée basse. Donc là, ça va être chaud déjà pour construire un phare dessus. Ouais. Donc ce qu'il pensait un projet qu'il pensait que ça allait prendre quelques mois, finalement ça va prendre plusieurs années. Et donc, mais attends, du coup, l'île, quand le phare, il va être immergé lui aussi, non ? En fait, à force de faire monter le phare, au bout d'un moment, il sera plus immergé, quoi. Donc, un grand phare. Au bout d'un moment, le phare, effectivement, il a tout le temps les pieds dans l'eau, mais au bout d'un moment, ils arrivent à monter le niveau du phare à un tel point que la suite du projet se poursuit avec moins d'encombre. Mais par contre, il va y mettre un peu toute sa volonté, il va s'user à le faire, quoi. Et avec la peuplade autochtone un peu réticente, c'est un peu chaud. Voilà, donc ça c'est en 1911, c'est la première partie du diptyque. La deuxième partie, on est en 1919, on est donc après la Première Guerre mondiale. Et tous les gars du village, plus l'ingénieur, ils ont tous vécu dans les tranchées. Et là, ils sont de retour au village, ceux qui ont survécu. Et l'ingénieur avait fait une promesse à une des femmes du village de l'épouser. Et donc, elle attend son retour de la guerre et son mariage. Et le problème, c'est que quand il revient de la guerre, il a un peu un PTSD. À l'époque, on disait, ça n'existait pas le terme, mais ils sont tous traumatisés par la guerre des tranchées. Ils revivent le truc tout le temps. Là aussi, c'est fort. Partout. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux œuvres n'ont absolument rien à voir. Tu peux les lire indépendamment. Il y a pas de, à part le fait que ça reprend les mêmes personnages, c'est vraiment un plaisir de lecture. Surtout le graphisme est très simple à lire. Tu vois, c'est très, c'est de la ligne claire, BD, très simple à lire. Et c'est un régal de lecture. Je vous le conseille. BD bretonne. D'accord, c'est bien. Alors, je vous parlais d'un comics qui existe aussi en français, qui s'appelle I Kill Giants, donc en français je tue des géants, qui est donc dessiné par J.M.K. Nimura, qui je crois est espagnol si je ne me trompe pas, et Joe Kelly, qui est un scénariste de comics relativement connu. C'est donc édité par Image Comics aux États-Unis, et en français c'est édité par une autre boîte, qui n'est pas la même. Cadran. C'est marrant parce que la couverture, là, ça me fait vachement ça, Folie. Eh bien, justement, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Le graphisme, en tout cas, les plans utilisés, les déformations sur les angles, etc., font très penser à Folie. L'histoire est un petit peu moins frénétique, par contre. C'est donc l'histoire de Barbara Thorson, qui est une jeune collégienne. Elle doit avoir 10 ou 11 ans, un truc comme ça.
Et elle fait partie de ces adolescents un peu comme Calvin dans Calvin et Hobbes qui sont un peu trop intelligents pour leur âge et qui remettent donc en cause les lois des adultes et les certitudes. Et notamment, elle est sérieuse à l'école, etc. Mais quand c'est la journée où les papas viennent expliquer ce qu'ils font en cours et qu'elle n'écoute pas le papa d'un élève, on lui demande pourquoi, parce que elle explique que son métier, c'est de traquer, attraper et tuer les géants. Et elle le dit avec sérieux. Donc, quand on l'emmène chez le proviseur, elle explique que tant que le proviseur il n'a pas égorgé un géant avec ses tripes qui lui tombent sur le visage bien chaud, il ne peut pas savoir de quoi elle parle. Voilà. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça tombe dans 2 catégories en termes d'histoire. La première catégorie, c'est la catégorie un peu tranche de vie où on ne sait pas trop si c'est fantastique ou pas. Il y a un mystère qui est assez bien tenu. Est-ce qu'il y a délire? Est-ce que c'est son monde des ados ou est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment des géants? On ne sait pas trop. Et puis c'est une petite tranche de vie sur l'amitié, sur la confiance en soi ou pas, sur le fait d'être différent, d'être rejeté. Et c'est vraiment bien, c'est assez touchant. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie que j'appelle poussière dans l'œil. Donc c'est-à-dire que c'est extrêmement touchant. C'est vraiment une BD, ça appuie sur la corde sensible. C'est très très proche. Le film A Monster Call, qui s'appelle Quelques minutes après minuit en français, est très très proche de High Giant dans le ton, dans les thèmes. C'est vraiment la même chose. Donc moi, je vous conseille vraiment pas de le lire dans un endroit public. Sinon, vous allez être obligé de vous cacher avec votre capuche comme ça et dire non, tout se passe bien. Je te vois bien faire ça. Encore cet herpès à l'œil. C'est très très difficile de rester insensible. À ça. Quoi dire sinon, au niveau dessin, c'est surprenant au début. C'est un dessin qui peut paraître un peu brouillon, assez proche du manga. Et puis, plus on lit, plus c'est adapté. Il y a ce côté un peu furieux, un peu kinétique de quand on est jeune où tout va un peu vite. Et puis en même temps, il y a ce côté assez brut de décoffrage. Il y a plein de déformations sur les angles, sur des prises de vue assez intéressantes. Et en même temps, ça correspond bien aussi au monde des jeunes adolescents où vraiment l'imagination déborde, on commence à interpréter des choses, les formes, la nuit, une commode, ça devient un loup, ce genre de choses. Même maintenant. Donc c'est très bien fait, l'ambiguïté est tenue du début à la fin, savoir est-ce qu'elle est totalement lunatique ou pas. Évidemment, elle a une amie qui la croit. Évidemment, elle se fait racketter par un groupe de filles un peu énervées. Mais voilà, quand on les voit, tout ce qu'elles disent secrètement, c'est s'il vous plaît, écoutez-nous, on aimerait avoir de l'amour nous aussi. Et voilà, vraiment très bien dessiné, bien raconté, extrêmement touchant. Super, quoi. Super. Vraiment. Ok, et maintenant, tu vas me le prêter. Voilà. Voilà. Hop. Merci. Pas en public, fais gaffe. Non, promis. Bon. C'est dimanche, c'est fini déjà. Donc c'est fini, ouais, c'est assez long là, je pense, en plus. Ok, merci d'être resté avec nous. À dimanche prochain. Exactement. Au revoir. Au revoir, mesdames et messieurs. Non, mais ça, on s'en fout, Enzo, tu peux... Non, arrête. Tu seras coupé au montage. I'll be back. I'm sorry, Daddy. I'm afraid I can't do that. I love you. I know. First rule of Fight Club is not talk about Fight Club. Yay. Ça a l'air trop cool ton c'est truc mortel. là, je te pique. Mais je comprends rien, tu vas chialer.